Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Voici les titres du journal. Cotonou abrite à partir du mardi 7 juin prochain la première rencontre des juridictions en charge du contentieux électoral en Afrique de l'Ouest. Un événement majeur annoncé au cours d'une conférence de presse qui a également permis d'annoncer l'organisation des manifestations entrant dans le cadre de la commémoration des 30 ans des juridictions constitutionnelles du Bénin. Une conférence de presse animée ce vendredi par Francis Gabriel Oquet, chef de la division assistance électorale de la CEDEAO, et Gilles Badet, secrétaire général de la Cour constitutionnelle. Les détails dans un instant. Dans le secteur de l'éducation, ils sont au total 4 850 candidats répartis sur l'ensemble du territoire national à faire actuellement preuve de connaissances et de savoir-faire pour décrocher leur baccalauréat dans les filières techniques. Le lancement officiel des épreuves pratiques du baccalauréat session de juin 2022 a eu lieu ce vendredi au lycée technique Koulibaly de Cotonou. Occasion pour les responsables en charge de l'éducation de rappeler la vision du président de la République, celle d'orienter au maximum un maximum d'apprenants vers l'enseignement technique. Nous parlerons également dans ce journal de la transformation institutionnelle du PADME. Les responsables de l'institution ont reçu l'arrêté portant agrément d'exercice. Le ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Ouadani, par le biais de son directeur de cabinet, a lui-même transmis ce document nécessaire à la structure. Nous allons donc revivre dans ce journal les temps forts de l'événement. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Conférence de presse ce vendredi à la Cour constitutionnelle. Il était question d'annoncer l'organisation des manifestations entrant dans le cadre de la commémoration des 30 ans des juridictions constitutionnelles du Bénin. Un autre événement majeur annoncé à l'occasion de cette conférence de presse, c'est la tenue au Palais des Congrès de Cotonou à partir du mardi 7 juin prochain de la première rencontre des juridictions en charge du contentieux électoral en Afrique de l'Ouest. La conférence de presse a été animée par Francis Gabriel Oquet, chef de la division assistance électorale de la CEDEAO, et Gilles Badet, secrétaire général de la Cour constitutionnelle. Nous allons suivre. L'objectif principal, c'est d'offrir un forum d'échange. Deux événements majeurs annoncés ce vendredi à la faveur de cette conférence de presse. Il s'agit d'abord de la commémoration des 30 ans de juridiction constitutionnelle du Bénin avec au menu d'importantes activités. Une table ronde autour du thème « Les cours constitutionnels et les juridictions communautaires », la remise des études en hommage aux mandatures présidées par l'ancienne présidente de la Cour, Concep Serwensou, et la remise du prix de thèse Maurice Glélé Ahanzo. Les prix de thèse, ce sont des récompenses que l'on donne à des doctorants, à des chercheurs qui, pendant plusieurs années, ont choisi de réfléchir sur un thème qui va impacter le travail de la justice constitutionnelle. Vous savez que nous travaillons essentiellement sur le bon fonctionnement des institutions, sur les élections, sur les droits de l'homme. Et donc, quand des chercheurs choisissent de réfléchir sur cette question, de consacrer des années de recherche sur la question et de faire des critiques pour nous permettre de nous améliorer, de faire des recherches de droit comparé pour nous permettre de savoir où nous en sommes, eh bien, nous essayons de les récompenser parce qu'ils nous aident à mieux faire notre travail. Avec la collaboration de la Cour constitutionnelle, nous allons aboutir à un réseau. L'autre événement majeur annoncé, c'est la première rencontre des juridictions en charge du contentieux électoral en Afrique de l'Ouest. C'est un rendez-vous d'échange d'expériences et de partage de bonnes pratiques en matière de gestion du contentieux électoral. L'événement est organisé par la division assistance électorale de la CEDEAO conjointement avec la Cour constitutionnelle du Bénin. Le chef de la division, Francis Gabriel Oquet, précise les objectifs de cette rencontre qui est une première dans la sous-région. Notre région, Afrique de l'Ouest, a trois sortes de juridictions, c'est-à-dire des juridictions dont la pratique est héritée de la pratique coloniale. Nous avons la juridiction de pratique lusophone, nous avons les juridictions de pratique francophone et les juridictions de pratique anglophone. Et toutes ces juridictions ont des pratiques différentes, bien que le droit soit universel, mais les pratiques sont différentes. Et c'est pour ça que la division assistance électorale a estimé qu'il faudrait offrir un cadre d'échange parce que ces différentes pratiques peuvent servir à d'autres. Pour permettre d'avoir une plateforme d'échange,
nous avons réfléchi avec la Cour constitutionnelle du Bénin afin que cette rencontre, ces 2 jours et 3 jours de rencontre aboutissent à la mise en place d'un réseau des juridictions, un réseau ouest-africain des juridictions en charge du contentieux électoral. Ces activités vont se dérouler les 7, 8 et 9 juin prochains au Palais des Congrès de Cotonou. Dans les délégations attendues, les présidents des juridictions avec leurs secrétaires généraux et les présidents des commissions électorales de chaque État participant. Une opportunité que leur offre la division assistance électorale qui a pour finalité le renforcement de la démocratie et de l'état de droit dans l'espace communautaire. Dans le rang de la communauté musulmane du Bénin, c'est la joie puisque le Hajj 2022 aura bel et bien lieu après quelques petites vacances imposées par la Covid-19. Le lancement du pèlerinage musulman a été officiellement fait par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Occasion pour les responsables en charge des préparatifs du Hajj d'expliquer aux futurs pèlerins les conditions et les critères retenus de commun accord avec l'Arabie Saoudite. Les détails dans ce reportage. Si les 2 dernières années, les musulmans du Bénin n'ont pas pu effectuer le pèlerinage annuel sur la Mecque, le Hajj revient cette année 2022 et le gouvernement en donne l'assurance aux fidèles. Je peux donc affirmer solennellement au nom du gouvernement aujourd'hui qu'il n'y a plus aucun obstacle qui se dresse devant la participation de nos compatriotes au Hajj. Aucun obstacle. Toutes les conditions qui nous ont été posées par le royaume d'Arabie Saoudite ont été remplies sur instruction du président de la République. Pour en arriver là, le gouvernement béninois s'est plié aux différentes exigences du royaume d'Arabie Saoudite afin de faciliter l'accomplissement de ce pilier d'adoration à ses administrés. À cette rencontre consacrée au lancement officiel du Hajj au Bénin, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, président du comité d'orientation et de supervision de l'organisation du Hajj, a expliqué à ses hôtes les différents contours des démarches menées jusque-là. L'exigence qui nous a été posée par le Royaume, c'est la signature des divers contrats de service, pour que les choses soient claires. L'hébergement, la restauration, le transport, le visa, les assurances, et aussi le remboursement des dettes que nos ressortissants qui étaient des opérateurs dans ce domaine ont encore à leur passif vis-à-vis de la Mossassa. L'Arabie Saoudite a demandé qu'au plus tard, le 31 mai, ces dettes soient remboursées. Et le président de la République a donné les instructions pour que, pour l'image de notre pays, les règlements se fassent, quitte à ce que nous continuions les recouvrements qui doivent se faire ici. À côté, les séquelles de la Covid-19 et de la guerre en Ukraine se font également remarquer sur l'organisation. Et pour répondre à cette situation, l'État béninois a exonéré les taxes sur toutes les dépenses liées au Hajj sur le territoire national. Le coût du Hajj est évalué aujourd'hui à 3 400 000 francs CFA. Quelques éléments du prix du Hajj. Par le logement à la Mecque et à Médine, cette année-ci est pour environ 476 850. Le visa Hajj de 49 500. Le transport inter-urbain à l'intérieur de l'Arabie Saoudite est autour de 162 195. La restauration Mina Mousdalifa Arafat est autour de 57 750. La restauration à la Mecque et à Médine est autour de 75 900. Après avoir donné ces éléments de coût, on peut s'en douter d'où peut venir le changement de prix par rapport à cette année-ci. Pour cette saison, le quota du Bénin est de 2083. Les responsables des sociétés agréées et les hauts dignitaires de la communauté musulmane sont invités à s'investir pour faire du Hajj 2022 une réussite. Alors, présent dans la commune de Grand Popo qui a abrité ce mardi un atelier sur l'élaboration du plan comptable des matières de l'État. Il s'agit pour les participants d'évaluer, d'élaborer et de valider un plan comptable des matières de l'État sur l'usage des organismes publics. Il est organisé sous la coupole du ministère de l'Économie et des Finances.
Voici le point de la cérémonie d'ouverture des travaux avec Geoffroy Messin. S'ouvrant cette matinée du mardi 31 mai 2022, dans cette salle de l'hôtel Bellazur de Grand Popo, un atelier sur l'élaboration du plan comptable des matières de l'État, et ceci en vue de l'opérationnalisation de la réforme de la comptabilité des matières 2022-2025. Mesdames, Messieurs, vous comprenez l'enjeu de cet atelier et votre responsabilité dans la réussite des réformes des finances publiques dans lesquelles le gouvernement du Bénin s'est résolument engagé. Je voudrais compter sur votre sens élevé de responsabilité et de professionnalisme avéré. Cet atelier intervient à la suite d'un premier qui a permis de concevoir et de valider un cadre des comptes des matières de l'État. Son objectif est d'élaborer et de valider un plan comptable des matières de l'État à l'usage des organismes publics. Je veux d'ores et déjà attirer notre attention sur le fait que, à cette étape, nous sommes en train de nous doter, une fois que le cadre conceptuel et la liste des comptes auraient été définitivement validés, nous aurons à notre disposition un plan de compte. Il faudra aller plus loin. Si nous avons l'ambition de nous doter d'un plan comptable, et là, la nuance mérite la peine d'être soulignée. Entre un plan de compte et un plan comptable, nous avons encore un réel travail à abattre. Il s'agit en réalité d'attirer notre attention que nous sommes embarqués dans un mouvement de longue durée. Il est attendu des participants, entre autres, la classification des biens dans les comptes des matières devant figurer dans le plan comptable des matières de l'État en vue de leur codification et l'établissement du projet de cadre comptable des matières de l'État et sa validation. Je ne doute pas de votre capacité à exécuter efficacement ces tâches en vue de déboucher sur le cadre comptable des matières de l'État qui constitue le deuxième livrable représentant le premier référentiel du périmètre P7, comptabilité des matières à mettre à la disposition de l'équipe de développement informatique pour alimenter le périmètre P1, base de gestion des données du SIGFP. L'atelier fait partie d'une série de 3. Il est organisé sous la coupe du ministère de l'Économie et des Finances. Les travaux durent 12 heures. Nous allons à présent parler éducation avec les épreuves pratiques du baccalauréat 2022. Ils sont au total 4 850 candidats répartis sur l'ensemble du territoire national. Ils ont plusieurs jours pour étaler leurs connaissances et leur savoir-faire afin de décrocher leur baccalauréat dans les filières techniques. Le lancement officiel des épreuves a eu lieu ce vendredi au lycée technique Koulibaly de Cotonou. Occasion pour les responsables en charge de l'éducation de rappeler la vision du président de la République, celle d'orienter un maximum d'apprenants vers l'enseignement technique. Un invité dans ce journal, Yakana Arla, il est le représentant de ACAD. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Avec vous, nous allons parler religion, spiritualité et surtout du retour du Sauveur. Parlez-nous un peu de votre mouvement. Alors, le retour du Sauveur, c'est le mouvement que vous venez d'introduire. Et c'est ce qui va se passer au Bénin demain, le 4 juin 2022, à Calavi, à Bomé-Calavi, à Aconville, au Palais de la Gratitude. Et de quoi s'agit-il précisément? Alors, ce dont il s'agit, en réalité, ce n'est pas un mouvement religieux, et c'est le retour du Sauveur lui-même sur la face de la terre, prophétisé par les prophètes et prophétisé aussi par les apôtres lors de sa première venue, il y a de cela 2000 ans. Et vous savez que l'humanité attend un Sauveur dans les airs, ce qui ne devait pas être le cas parce que les prophéties n'en ont pas parlé ainsi. Et les prophéties ont bien dit qu'il devra venir sur la face de la terre et rassembler son peuple. Et ce peuple dont il est question, qui a vécu l'expérience de la Bible que vous connaissez, qui est la tradition de la Tanakh, ce peuple,
c'est un peuple typiquement africain et non un peuple que les gens nomment aujourd'hui en Palestine comme étant le peuple d'Israël, mais c'est un peuple typiquement africain de l'Afrique de l'Ouest jusqu'en Afrique centrale. Est-ce que vous voyez? Donc voilà un peu de quoi il s'agira. Oui. Selon vous, c'est qui ce sauveur qui revient et est-ce que c'est de ce même sauveur que parlent les Écritures saintes dans la Bible? Alors, ce qui était dès le commencement, Ouais. ce que nous avons entendu, Ouais. ce que nous avons vu de nos yeux, Ouais. ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché, nos oreilles ont entendu, c'est ce que nous allons vous annoncer. Et c'est cette sagesse immensément diversifiée qui ira jusqu'aux extrémités de la terre bientôt que nous sommes en train de vous annoncer. Ce sauveur dont nous parlons, c'est le même qui était là il y a de cela 2000 ans, qui revient maintenant sur la face de la terre, conformément aux Écritures. Et il revient comment? Il revient dans le cadre. Pourquoi il revient? Il revient pour restaurer son peuple. Et en même temps appeler la terre tout entière à s'unir à lui pour la vie éternelle dans son royaume qui vient. Ouais. Vous avez parlé tout à l'heure du peuple noir. Quel est le lien entre le sauveur annoncé, annoncé par la Bible bien évidemment, et l'Afrique noire? Ok. Le lien entre ce sauveur est que dès la création, lorsqu'il était question de créer le premier homme sur la terre, le Créateur, lorsqu'il a sondé toute la terre, n'a choisi que la terre africaine. Et il a créé Adam sur cette terre africaine et Adam était un homme noir. Est-ce que vous voyez? Et la lignée de sang, après la chute d'Adam, qui a été choisie pour faire venir le sauveur sur la face de la terre, était la lignée de la tribu de Juda. Donc, le lien entre le peuple africain et essentiellement le peuple béninois, qui est ici, la terre de la tribu de Juda, ce lien est que le sauveur devait sortir de la tribu de Juda et cette terre, la terre de la tribu, la terre que la tribu de Juda a habité est typiquement la terre du Bénin, la terre de Dahomey. Donc c'est la terre de Dahomey qui est la tribu de Juda. En vérité. Et quels sont selon vous les signes qui vous font croire que celui dont vous parlez est effectivement celui dont ont parlé les Écritures saintes dans la Bible? Ok, les preuves qui prouvent que c'est celui-là, celui dont a parlé les Écritures, oui. C'est la vie qu'il est capable de donner à tout homme qui croit en lui. Vous savez, après la chute, l'homme a hérité des trois esprits qui gouvernent le monde depuis la chute d'Adam. Lesquels déjà? Le dragon, la bête et le faux prophète dont il est question dans le livre d'Apocalypse. Alors, lors de sa première venue, il a porté un corps de péché, c'est-à-dire un corps rempli de ces esprits, de ces trois esprits, et il les a amenés au bois et les a dépouillés et livrés en spectacle publiquement. Et lors de sa seconde venue maintenant, il est question qu'il vienne non pour aller encore souffrir sur le bois, mais il vient en puissance directement pour venir intégrer un corps dans lequel il va dépouiller les puissances, cette domination, cette principauté, ces trois esprits et s'installer en lui et se déclarer le Fils du Créateur. Et alors, après cet acte qu'il a fait sur la terre, alors lorsqu'il était venu, il a pris un corps. Il a pris le corps d'un homme dans lequel il a dépouillé ses esprits et ses principautés. Et après cet acte, je vous le dis ici, ce que vous allez constater lors de cet événement, il y a une reine qu'on appelle la reine, l'œil des trois. Cet esprit que le monde des ténèbres a envoyé sur la terre en ces derniers temps pour préparer la descente du diable et de la bête et du faux prophète sur la terre. Cet esprit qui a été envoyé sur la terre, ce sauveur-là a arrêté, l'a dépouillé de ses principautés. Vous aurez l'occasion de voir cette reine au cours de cette conférence. Nous aurons justement le temps de rentrer beaucoup plus dans les détails, surtout que vous avez bien précisé que ce sauveur sera au Bénin et plus précisément dans la commune d'Abomey-Calavi. Comment est-ce que cela va se passer? Ok, ce sauveur sera au Bénin, plus précisément dans la commune d'Abomey-Calavi. Et cela aura lieu au cours d'une conférence. Et il est là pour ramener l'Afrique à sa source, l'Afrique à sa puissance, à son créateur, dont l'abandon a occasionné sa dispersion parmi les nations. Parce que les prophéties qui ont parlé de la dispersion n'ont parlé que d'un peuple africain. Donc, en quelque sorte, voilà la première partie de ce qui se fera au cours de cet événement. Et ensuite, il appellera toute la terre tout entière à s'unir en lui, à s'unir en son règne. Et ce sera demain à partir de 19h, le 4
demain le 4 juin à partir de 19h. Où précisément à Calavi? À Conville, ça se passera à Conville, à Abomey-Calavi à Conville, au palais de la gratitude. Oui. Pourquoi précisément, une petite question de curiosité, pourquoi précisément Abomey-Calavi, si le sauveur est pour l'humanité, pourquoi c'est seulement à Abomey-Calavi il descend? Non, Abomey-Calavi parce que lors de cette seconde venue, qui est sa dernière venue pour conclure l'histoire de l'humanité, Abomey-Calavi tout simplement le Bénin, parce qu'il doit se révéler pour sa première fois depuis sa terre d'origine. Comme on vous le disait, le Bénin, la terre de Dahomey, est la terre de la tribu de Juda, et vous le verrez clairement au cours de cette conférence-là. Certainement que beaucoup de personnes seront à cette conférence demain à 14h, c'est bien ça? Bien sûr. Non, demain à 19h. Demain à 19h. Demain à 19h, donc au Palais des Grâces à Abomey-Calavi. Vous aurez certainement le temps de rencontrer le sauveur en face. Yakana, vous avez quelque chose à ajouter rapidement? Ce que je veux ajouter, en fait, ce n'est pas un mouvement panafricain, ce n'est pas un retour sur une base politique, religieuse ou économique, oui, mais c'est le retour de l'Afrique vers sa source, vers son créateur, et ensuite le retour de toute l'humanité à se connecter à celui qui a créé le ciel et la terre en ce sauveur-là. Voilà un peu. Merci à vous, Yakana Ahla. Restez avec nous pour la suite du journal. Vous êtes connectés au Sauveur. Restez avec nous pour la suite de ce journal. Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons poursuivre ce journal avec le PACOFID qui, en collaboration avec l'Agence territoriale de développement agricole ATDA, Pôle, a lancé ce 1er juin 2022 la campagne de mise en terre de plans performants d'Anakadié à Birné dans la commune de Kouandé. La cérémonie de mise en terre a mobilisé aussi bien cadres du ministère de l'Agriculture, animateurs du PACOFID, aussi bien que les populations locales. Nous allons suivre les détails avec Alassane Harouna. Cet acte symbolique et citoyen, ce 1er juin 2022 à Birni, arrondissement de la commune de Kouandé, marque le point de départ de la campagne de mise en terre de plans performants d'Anakadié pour le compte du PACOFID, un projet du gouvernement béninois financé par la Banque mondiale pour améliorer la compétitivité et l'accès au marché d'exportation des chaînes de valeur des filières Anacad et Anana. Ce projet est mis en œuvre à travers 4 composantes, dont la composante 2 s'occupe de l'augmentation de la productivité, de la connectivité, de la valeur ajoutée et de la résilience. Ainsi, environ 300 000 plans sont déjà certifiés et réceptionnés par le PACOFID du 16 au 22 mai. La deuxième réception et certification aura lieu la semaine prochaine pour environ 1 300 000 plans. C'est vous dire que les plans sont disponibles d'ores et déjà et les producteurs qui sont prêts peuvent passer au niveau des cellules communales pour l'enlèvement de ces plans. La présente campagne de Birni dans l'ATDA Pôle 2 intervient après celle de Sokoglo dans la commune de Dassaï. Pour la circonstance, plusieurs centaines de jeunes plants greffés d'Anakadié seront symboliquement mis en terre sur ce site de 3 hectares, propriété de Sidi Ararou, un des bénéficiaires du PACOFID dans la commune de Kouandé, deuxième pôle de production du cajou au Bénin. Il y a de grands efforts qui sont en train d'être faits pour améliorer la production de l'Anacad au niveau de la commune de Kouandé et faire de Kouandé une véritable commune de production de noix de cajou. Donc je voudrais très sincèrement remercier le gouvernement pour la mise en place de ce projet. Selon les prévisions du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, 2 millions de plants greffés d'Anacadié seront plantés pour environ 2000 hectares de plantation au titre de cette campagne. Occasion pour le représentant du ministre de tutelle d'exhorter les différents acteurs de la chaîne de production à un bon suivi des jeunes plants qui seront mis en terre pour l'atteinte des objectifs fixés par l'État central. C'est l'occasion pour rappeler à ceux qui ne le savent pas encore que les plans sont mis à disposition de toute personne désireuse de planter seulement à 100 francs
au lieu de 600 francs. Par ce geste, le gouvernement voudrait inviter tout le monde à s'investir dans la réalisation de vergers d'anacardier. Je contribue à l'amélioration de la production de la filière et à la protection de l'environnement en mettant en terre un plan d'anacardier performant. Tel est le message du gouvernement au titre de cette campagne à l'endroit de tout citoyen béninois. Protection de l'environnement toujours, cette fois-ci avec la Société de gestion des déchets et de la salubrité qui a procédé ce jeudi à la mise en service de 16 unités de tri et de valorisation des déchets solides ménagers. C'est une opération qui vient renforcer le dispositif de collecte des déchets mis en place par la société depuis quelques mois. Retour sur la cérémonie de lancement des activités dans ce reportage. La Société de gestion des déchets et de la salubrité lance officiellement l'opérationnalisation de ces 15 unités de tri et de valorisation des déchets solides ménagers. Le top est donné à partir du point de regroupement de Tchinagbegbo dans la commune d'Aboumey-Calavi. À l'occasion, la coopérative du centre a reçu du matériel avec une démonstration pratique du fonctionnement de l'opération de tri de déchets ménagers. L'installation et la mise en service de ces unités vise à résoudre durablement la problématique de la salubrité urbaine afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Vu l'importance de la question de la gestion des déchets sur notre territoire, c'est avec beaucoup de plaisir que je me joins à vous pour la mise en service des premières unités de tri des déchets solides ménagers de la commune d'Aboumey-Calavi, le point de regroupement de Tchinagbegbo, bien sûr. Je voudrais souligner qu'avec cet équipement, notre territoire avance dans la bonne direction. Je prends l'engagement de ce que mes administrés et moi ne ménagerons aucun effort pour apporter l'appui nécessaire à l'entretien du joyau qui est en train d'être mis à notre disposition. Dotée de 18 points de regroupement, la Société de gestion des déchets et de la salubrité veut atteindre 30 unités de tri d'ici la fin de l'année. Des infrastructures qui vont désormais faciliter les opérations de pré-collecte et collecte des déchets. Un arsenal de lutte contre la pollution de l'environnement avec un impact économique direct. Avec le lancement de cette unité de tri, d'accord, nous allons pouvoir créer un marché des produits issus de tri. Donc quand on dit un marché, c'est du revenu pour la commune, mais aussi c'est du revenu également pour tous ceux qui vont exercer les activités de tri sur place, mais également les autres activités connexes qui vont se mettre en place. Cette unité que nous allons mettre en service va faire en sorte que nous économisons en moyenne par an 1 200 000 francs environ de francs CFA sur nos dépenses liées à la collecte, au transport et à l'enfouissement de nos déchets. Faisant d'une pierre deux coups, la Société de gestion des déchets et de la salubrité célèbre par la même occasion et par anticipation la 38e édition de la Journée mondiale de l'environnement. Thème de cette année, une seule terre. Transformation institutionnelle du PADME, les responsables de l'institution ont reçu l'arrêté portant agrément d'exercice. Le ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadani, par le biais de son directeur de cabinet, a lui-même transmis ce document nécessaire à la structure. Nous allons revivre les temps forts de l'événement avec Teddy Goudalo. PADME SA reçoit à travers ce geste son arrêté portant agrément d'exercice. C'est l'aboutissement d'un long processus qui réjouit tous les acteurs. En corrigeant le mode de gouvernance mis en place depuis plus d'une décennie et qui a été à la base des échecs successifs de ce processus de transformation institutionnelle, vous avez donné toutes les chances de succès au PADME à travers l'installation d'une administration provisoire qui a été à la hauteur de la mission. Nous reprenons la renaissance de PADME sous le contrôle d'un conseil d'administration bien étoffé. Merci au ministre d'État pour l'accompagnement. Merci à vous également, monsieur le directeur de cabinet et tous les membres du comité de suivi qui nous ont accompagnés durant ces presque 3 années.
La crise de gouvernance qui a secoué cette institution fait donc partie du passé et les activités reprennent de plus belle. Les diverses formalités juridiques ont permis de doter le PADME des organes de gouvernance et de contrôle requis. Les défis qui attendent la nouvelle institution et son équipe dirigeante sont nombreux, exigeants et variables. À cet égard, je voudrais compter sur la sollicitude habituelle de Monsieur le ministre d'État pour nous accompagner dans l'accomplissement de la mission qui est désormais la nôtre. Au cours des 3 dernières années, les indicateurs d'activité de notre institution se sont sensiblement améliorés, avec un niveau d'encours de crédit passant de 26 milliards à 35 milliards de francs CFA et un encours de dépôt passant de 7 milliards à 11 milliards au 31 décembre 2021. Avec la nouvelle forme juridique de notre institution, les nouveaux dirigeants, à commencer par le président du conseil d'administration, auront plus de marge de manœuvre pour conforter les acquis de notre institution et améliorer de manière soutenue les fonds propres. C'est donc un nouveau départ pour PADME qui ne compte pas dérober à sa mission traditionnelle, celle de contribuer de façon durable à l'inclusion financière en République du Bénin. Autre volet de l'actualité nationale, la créatrice de mode Paola Sarr élargit sa plateforme de distribution de vêtements. Elle vient d'implanter une nouvelle boutique à Cotonou dans le but de se rapprocher davantage de sa clientèle. La boutique a été officiellement mise en service cette semaine à l'issue d'une cérémonie sobre, mais qui a réuni autour d'elle parents, amis et amoureux des belles marques. Retour ici sur cette cérémonie d'inauguration avec Narcisse Alossé. Un coup de ciseau qui a valeur de réponse à ceux qui se demandent où s'approvisionner en vêtements de qualité à Cotonou. Réponse apportée par cette dame à travers ce prêt-à-porter pour hommes et femmes. Son nom, by PS Création. Dans les réunions, une variété de vêtements et accessoires de mode constitués de sacs, chaussures, bracelets, colliers et autres. Un ensemble qui conquiert déjà le public. C'est waouh, en tout cas, il n'y a rien à dire. Il y a de la qualité dans la conception et dans la finition aussi. Je trouve les décors très beaux, franchement c'est magnifique et les vêtements sont à couper le souffle. Voilà. Faites un tour, c'est mon coup de cœur. Au-delà du décor, le rapport qualité-prix reste ici un label. Un ensemble puisé d'un savoir-faire, fruit de plusieurs années d'expérience, accumulé par la promotrice qui cache à peine son plaisir. Ce qui me fait plaisir, c'est de créer des sacs, des accessoires de mode, des vêtements, de manipuler toute matière et fibre africaine et de le faire connaître dans l'Afrique et dans le monde entier. Depuis 4 ans, Paola Sarr nourrit l'ambition d'élargir sa palette. Et chaque année, elle franchit un pas avec un projet logé dans un coin de sa tête. Mes projets pour plus tard, c'est de continuer à étendre ce talent que Dieu m'a donné et de le faire connaître un peu partout dans le monde, de pouvoir avoir beaucoup de canaux de distribution de mes produits et beaucoup plus de former les jeunes dans ce domaine d'activité. Le Seigneur soit avec vous. Projet placé sous la bénédiction divine et le ciel a été imploré au cours de cette cérémonie d'inauguration. Le nouveau showroom de Paola Sarr est implanté au quartier Saint-Jean, en plein cœur de Cotonou. Il est situé au bord du pavé nommé Yamadjako, à quelques encablures du carrefour Kossi. Son trait identitaire, des gazons synthétiques dressés à l'entrée. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bon début de week-end à toutes et à tous.